C'est en s'approchant dangereusement de, je l'espère, l'épisode final de la légendaire saga Star Wars que je me décide enfin à vous parler de ce monument maudit par les fans de la licence. Salut à tous, c'est Vince, alias Amargam, et bienvenue dans Capture Clap, la remise en question du cinéma. Détesté par un nombre incalculable de gens, ces films ont réussi à créer une fissure avec les spectateurs de la trilogie originale pendant les années 2000. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi ces trois films resteront à tout jamais gravés dans mon cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prélogie Star Wars de 99 à 2005. En 1999 sortait enfin le premier épisode des Origin Stories de l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma. George Lucas en personne reprend les commandes de son film à la réal et à l'écriture. Il faut savoir également que ce dernier avait abandonné la mise en scène depuis l'Empire contre-attaque pour se donner pleinement au travail de scénariste avec son équipe. Star Wars épisode 1, La menace fantôme, était sans nul doute l'un des films les plus attendus de tous les temps. Mais avant de vous raconter tout le cataclysme qu'a provoqué ces derniers, je vais plutôt commencer par vous raconter ma vision de la découverte de cette saga culte. J'ai connu Star Wars par La menace fantôme quand j'avais 7 ans, et ce film ne m'a pas du tout marqué. Comme ça c'est clair. Après, l'univers m'a toujours intrigué, même si je trouvais de l'atmosphère vachement maussade. Mais bon, j'ai malgré tout passé un bon moment, idem pour le second opus qui à mes yeux était les prémices d'un épisode 3 totalement fou. La revanche des Sith était mon premier Star Wars au cinéma et ce film a totalement bouleversé mon enfance. D'ailleurs, celui-ci sera littéralement mon petit protégé de cette vidéo. Ce n'est qu'après ça que j'ai découvert la trilogie originale, et oui je sais que c'est illégal de s'y prendre ainsi, mais Dieu sait que je suis loin d'avoir été le seul. Et au final, il faut croire que la sauce a pris, car j'ai totalement kiffé ce qu'il en était, et c'est ainsi que Star Wars est entré dans mon cœur. Ça c'est ma vision, maintenant qu'en est-il des fans de la première heure? Les premiers arrivés ont été marqués par la trilogie originale, jusqu'ici c'est parfaitement logique, et on ne va pas commencer par catégoriser les gens qui préfèrent tel ou tel épisode, sinon on n'en finira jamais. Lorsque la menace fantôme sort, un bouleversement dans la matrice se produit. Soudainement, une charge de haine contre George Lucas se crée. Le film est nul. Notre ami Lucas a jugé bon de raconter les origines d'Anakin dès son enfance, et autant dire que l'idée est vraiment géniale. Mais le scénariste sacrifie en revanche toute la partie aventure qu'incarnait la trilogie originale pour laisser place à de la politique et à des complots. Et tout ceci divisa le public en deux. Pour ma part, il est logique de changer d'ambiance quand on se met au défi d'étendre son univers pour éviter les répétitions. Et c'est une qualité. Mais le vrai problème, auquel personne ne peut contredire, ce sont les incohérences. Que ce soit la menace fantôme, l'attaque des clones ou encore la revanche des Sith, l'écriture posera énormément de problèmes par rapport au traitement apporté aux personnages. Ces derniers peuvent souvent paraître creux, surtout par rapport aux liens qu'ils tissent entre eux. Ça a beau être un univers à part, personne ne s'identifie à qui que ce soit parmi les protagonistes, et aucun personnage ne réagit de manière vraiment naturelle. Est-ce que t'es un ange? Quoi? J'ai découvert ça avec les reviews de Mr. Plinkett qui sont carrément excellentes, et également avec la chaîne de Nexus 6. Malgré tout le bien que je porte pour leurs vidéos, ils ont un peu copié les arguments de Mr. Plinkett, mais on y reviendra plus tard. Il y a donc un truc que je reproche aux fans de la première heure, même si on leur doit en très grande partie la vérité, c'est parfois d'en faire un peu trop sous prétexte de la nostalgie. On entend souvent dire que Jar Jar Binks est un personnage agaçant, mais à ça j'y réponds. À quel moment celui-ci était censé ne pas l'être volontairement? Dans tout le film, on nous fait comprendre que les personnages eux-mêmes sont agacés de lui, et son entourage se comporte même de façon désagréable pour le faire comprendre avec mépris. Ne refais jamais ça. Après évidemment, cela n'empêche qu'on y retrouve pas mal de maladresse. Vraiment chouette la reine, Missa pense. Très sexy. Malaise. Donc tout simplement, j'ai du mal à comprendre le problème alors que c'est voulu. Un film n'a jamais été pensé pour que tout soit agréable. C'est comme si des gens se plaignaient que dans Game of Thrones, Geoffrey Baratheon est chiant. Bah oui, il est chiant, mais c'est fait exprès, et ça fait partie de sa personnalité. Et il en vient de même aux tournures de scénario qui paraissent parfois maladroites. On va commencer par le twist de la menace fantôme, où l'on comprend que la reine était en fait une doublure, et que la vraie dirigeante se révèle parmi les servantes pour négocier avec Boss Nass. Donc tout le monde a trouvé ça pourri, sauf que depuis que je suis petit, je n'ai pas du tout compris ça de la même manière. Je pensais très sincèrement que cette histoire de doublure était fake et que la servante prenait la parole à la place de la reine car elle-même n'avait pas confiance en ses talents de négociation. Et tout ceci a raison puisqu'elle réussit à sa place. Cette version me paraît déjà plus logique.
Mais en revoyant, je me suis rendu compte que j'étais juste un peu gogol, mais la théorie reste intéressante. J'ai personnellement trouvé des points positifs à ajouter au premier épisode, comme le casting que je trouve intéressant. Par exemple, n'importe quel film un peu bateau se serait débrouillé pour faire en sorte que Padmé, jouée par Natalie Portman, âgée de 17 ans dans ce film, ait au minimum le même âge, voire plus jeune qu'Anakin. Je vous rappelle que ce dernier est joué par Jake Lloyd, alors âgé de 10 ans en 99. Ça rend la saga beaucoup moins prévisible pour sa suite. J'ajoute aussi une touche personnelle concernant la VF que je trouve beaucoup trop bonne. Les Datari feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Non, mais tu te prends pour un Jedi ou quoi? Faire des passes avec les mains comme ça? Beaucoup considèrent que la réalisation de George Lucas est trop plate, trop carrée. De mon point de vue, le style de cadrage fait très BD, et vu le nombre incalculable de comics que Lucas a validé dans son univers étendu, j'en ai déduit que ce dernier doit en être plutôt friand. Côté scénario, c'est certes narré avec les pieds et raconté par des dialogues parfois enfantins, mais on ne peut pas lui retirer que l'histoire en elle-même est très bonne. Ils ne sont pas allés dans la simplicité, car le but n'a pas été de raconter de manière stupide les origines de Dark Vador. C'est un procédé qu'on aurait pu voir dans n'importe quelle autre origin story d'une saga classique. L'objectif était plutôt d'établir un gros développement sur l'univers. Et malgré ça, je retrouve certaines critiques parfois de mauvaise foi. Dans les reviews de Mr. Plinkett, encore une fois, on y découvre un passage assez comique qui consiste à faire des comparaisons de personnalités entre les héros de la trilogie originale et ceux de la prélogie. Qui-Gon Jinn. He is stoic. I don't remember that character. Okay, is Liam Neeson with the beard? Oh, yes. Le but étant de prouver que les protagonistes issus de ces dernières sont sans âme, et je trouve ça de mauvaise foi, car la personnalité de Qui-Gon Jinn par exemple est selon moi plutôt sage, méthodique, rassurante et très paternelle. Obi-Wan en revanche se voit évoluer au fil des épisodes, et c'est ça le plus intéressant, car on le voit vraiment passer sur plusieurs phases. Dans l'épisode 2, il devient vraiment arrogant et nerveux jusqu'à atteindre la sagesse d'un véritable maître Jedi dans l'épisode 3. On note la même chose pour Anakin où son évolution monte crescendo au fil de la trilogie. Après, libre à nous d'adhérer ou non la façon dont c'est raconté. Concernant sa suite, Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, j'ai constaté que les défauts de son prédécesseur sont davantage accentués. Et ça se sent principalement sur les dialogues. S'il y a un défaut que je retiens sérieusement, c'est ça. Par exemple, Anakin qui se comporte de manière lourde envers Padmé, voire flippante. Je t'en prie, ne me regarde pas comme ça. Pourquoi? Parce que ça me gêne, tout simplement. Pardonnez-moi. Même si, une fois de plus, tout ceci est volontairement censé être maladroit, et les personnages qui l'entourent le divisagent pour appuyer la gêne qu'il impose. La sécurité, c'est l'affaire des gardes du corps, pas des Jedi. Nous pouvons être mieux employés, enquêter fait partie de nos attributions. Nous suivrons à la lettre les instructions du Conseil. Je suis par contre d'accord pour dire que l'histoire d'amour est un peu trop tirée par les cheveux. Ça va, à toute allure. Donc autant j'ai fini par adhérer à cracher sur les 2 premiers épisodes par le poids des arguments qui les détruisent, autant je n'arrive pas à en faire de même pour l'épisode 3. Il y a trop de bons éléments dans ce film. Déjà, l'humour est beaucoup plus fin et décomplexé. Là où les derniers films Marvel passent leur temps à désamorcer leurs séquences sérieuses par des vannes lourdes, Witnesses say that Cyclone had a face. A similar event in Morocco. A village was destroyed by what may well be another world-threatening event. Still awake? You're not answering any of my texts. la revanche des Sith lui parvient à être sérieux au bon moment, et c'est une qualité qu'on ne retrouve pas dans l'épisode 2 qui proposait parfois des vannes de mauvais goût. L'Arial est dingue, les scènes d'action sont dingues, les panoramas sont ouf et l'étalonnage déchire la rétine. Et par bonne surprise, le film est bien engagé en abordant les différents points de vue du bien et du mal et la remise en question de la dictature contre la démocratie. Pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Ainsi s'éteint la liberté. Sous une pluie d'applaudissements. Et maintenant que j'ai posé mon point de vue sur l'épisode 3, qui est pour moi un film extraordinaire, même s'il n'est pas sans défaut bien entendu, je vais enfin pouvoir mentionner un exemple souvent utilisé dans les critiques apportées au film. Je parle bien de la fameuse scène où Anakin comprend que Palpatine est en fait Dark Sidious. C'est donc ici que Mr. Plinkett utilisera la comparaison de cette scène à celle du film Star Trek, où le vaisseau est sur le point de tomber dans un piège. Et Nexus 6 va généreusement reprendre cet argument qui me semble un peu plagié.
Mais laissez-moi vous dire que je trouve cette comparaison complètement conne. Les deux vidéastes expliquent que le réalisateur J.J. Abrams a été plus couillu de nous faire ressentir la nervosité de l'urgence de la situation, à côté de George Lucas qui lui propose quelque chose de beaucoup plus chill, beaucoup plus soft. Mais le problème, c'est que ces deux scènes disposées côte à côte n'ont strictement rien à voir. D'un côté, on a un vaisseau qui fonce droit dans une embuscade, donc une situation d'urgence extrême, et d'un autre, un simple complot. Et je vais donc rappeler les faits. Anakin comprend que son confident politique Palpatine est en fait le seigneur Sith Dark Sidious. Pour remettre dans le contexte, le Dark Sidious de cette trilogie n'est pas le même qu'on connaît dans les films d'origine, puisqu'il est beaucoup plus jeune, moins puissant et surtout moins menaçant. Il reste dans ce contexte un personnage assez mystérieux où l'on ignore encore l'étendue de ses pouvoirs. Anakin hésite donc à tuer son ami, notant que cet acte est interdit par le règlement. Alors il décide de le dénoncer au maître Jedi Mace Windu, et pareil, il y a également un contexte dans cette situation. Windu n'a jamais fait confiance à Anakin depuis que ce dernier a été inséré de force au rang des Jedi, sans le consentement véritable de maître Yoda. Donc, il est parfaitement normal qu'il n'ait pas confiance en Anakin et émet un doute sur les accusations de ce dernier. On va essayer de schématiser un peu cette situation. Imaginez un député au pif dans notre gouvernement. Celui-ci va voir le Premier ministre pour lui dire que le président Macron est en fait un terroriste, maître des opérations des attentats depuis le début, et qu'il a cramé volontairement Notre-Dame. Eh bien, il y a de fortes chances que le Premier ministre doute de ces accusations, et décide plutôt de lancer une enquête ou d'interroger l'homme en question. C'est donc ce qu'il se passe dans ce film, et je trouve ça parfaitement normal. Mais je comprends entièrement les arguments qu'on fonde autour de la revanche des Sith pour le détruire. Comme d'habitude, je suis loin d'être fermé d'esprit à ce sujet. Alors voilà, il y a quelques années de ça, j'ai décidé de revoir cette trilogie que je n'avais pas vue depuis bien longtemps, et après avoir entendu tous ces dires, toute cette haine envers la prélogie, je me suis attendu au pire en me disant « Attention, ça va être de la merde, hein. N'oublie pas que tu étais très jeune quand tu les as vus. » J'ai serré les fesses, j'ai serré les dents, et j'ai lancé la menace fantôme. C'est alors que quelque chose s'est produit. Un relent de nostalgie très puissant est parvenu. J'ai donc pris beaucoup de plaisir à revoir ces films, surtout La Revanche des Sith, que je trouve toujours aussi terrible et qui parvient à y mettre sa pointe de sous-texte philosophique anti-oligarchique plutôt stylé. Mais surtout, les scènes d'action sont toujours totalement folles, notamment le combat d'Obi-Wan contre le général Grievous, qui marquera encore et toujours mon enfance. L'épisode 3 est de plus pour moi le premier film Star Wars à bénéficier d'une véritable réalisation qui sort du lot et nous propose des séquences de gigantisme assez extraordinaires. Et voir ça au cinéma enfant, c'est une expérience que je n'ai vécue qu'une fois et qui ne se reproduira plus jamais. 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 Vous avez donc mon avis, la prélogie Star Wars est donc bien présente dans mon cœur de fan, c'est purement par nostalgie et je l'assume à 100%. À chaque fois que je revois ce film, je n'arrive pas à lui reprocher des trucs malgré ses défauts. C'est comme si je devais poignarder un ami dans le dos, je ne peux pas faire ça. Bon, je ne pourrais pas vraiment dire de même pour la nouvelle trilogie, vu que je ne suis malheureusement plus un enfant. Et d'autant plus que les derniers Jedi avaient tendance un peu à reprendre les défauts de l'ancienne trilogie, malgré son aspect relativement divertissant. Donc attendons de voir ce que J.J. Abrams nous réserve dans sa suite L'Ascension de Skywalker pour rattraper le tout. Je dois dire que je suis plutôt curieux et j'ai hâte de vous en parler. On se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker, partager et me rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de mes prochaines vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.